Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque deuxième vendredi du mois à 17h45, c'est l'occasion de retrouver les équipes de Yomoni qui nous font profiter de leur observatoire mensuel sur l'industrie ETF au sens large, entre les tendances de flux, les tendances de nouveaux produits, et nous en parlons donc avec Olivier Maltès, le directeur des investissements de Yomoni. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver pour ce point mensuel, donc je le disais, sur les dynamiques de l'industrie ETF, à commencer par la dynamique de flux, qui nous intéresse en premier lieu sur les marchés. On avait noté qu'au cours du mois de mars, il y avait une forme de normalisation, de retour à un rythme de croisière en termes de flux de collecte. Est-ce que c'est ce qu'on observe également sur le mois d'avril, Olivier ? Oui, on a un mois d'avril plutôt calme, plutôt dans la moyenne basse, mais à 10 milliards environ de souscriptions sur la zone euro. Donc quelque chose d'honnête, bien moins marqué que ce qu'on avait pu connaître en 2022, mais voilà, 10 milliards quand même, des collectes. Sur les classes d'actifs, actions et obligations. Alors la particularité sur ce mois-ci, c'est que c'est le marché obligataire qui a le plus collecté au niveau des ETF. En général, c'est le marché actions. Le marché des matières premières en léger repli, mais rien d'affolant. Et sur toutes les matières premières, que ce soit l'énergie, les métaux industriels, les métaux précieux, pas de tendance très très forte, peu de volume, mais plutôt en déclin. Ouais. Quand on regarde un peu, peut-être par géographie ou par type de produits, qu'est-ce qu'on retrouve comme tendance dans les grandes classes d'actifs là ? Alors si on commence sur le marché obligataire, donc qui a le plus collecté, avec environ un peu plus de 6 milliards d'euros de collecte sur le marché obligataire, ce qu'on observe, c'est que les volumes ont plutôt été sur tout ce qui va être souverain aux États-Unis, d'une part, et par contre en zone euro, plus sur vraiment le corporate, vraiment les entreprises. Donc ça, c'est les deux mouvements. En termes de rachat, c'était un petit peu partout, avec quand même un petit point à noter sur les obligations liées à l'inflation aux États-Unis, où là, c'est là où on a le plus de retrait. Donc certainement avec l'idée que, effectivement, l'inflation commence à descendre. Exactement, c'est la pause aussi sur les ETF. Et donc voilà le retrait. Donc ça, c'était sur la partie obligataire. Donc sur la partie action, donc avec un peu plus de 4 milliards d'euros de souscription, là vraiment, c'est un retour sur les fondamentaux, j'ai envie de dire, donc vraiment sur les ETF, grosse capitalisation mondiale. Donc on va un petit peu sur la sécurité, on fait un peu moins de différenciation. Les deux autres thèmes qui viennent après en termes de souscription, c'est des choses que vous avez aussi beaucoup traitées, c'est les actions japonaises. Bon, avec le réveil de la Chine qu'on attend et donc qui peut être joué effectivement par le marché japonais, et les actions émergentes au sens un peu plus large. Voilà, et puis en termes de rachat, par contre, c'est un petit peu partout. Si on doit vraiment là aussi essayer vraiment, mais c'est vraiment très divers, ce serait plus sur l'énergie et sur le marché suisse peut-être, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'éléments très marquant sur les sorties. C'est vrai que le thème de l'énergie en termes de performance de marché a été le grand gagnant de 2022, et il y a un retour aujourd'hui, c'est plutôt un thème qui est en retard par rapport au thème sacrifié de 2022 qui eux sont en train de revenir sur le devant de la scène. Quand on regarde le prisme ESG, alors qui regroupe plusieurs classes d'actifs, obligations, actions. Est-ce que c'est un thème qui retrouve un peu de punch Alors mars, c'était vraiment l'essoufflement de l'ESG. C'était vraiment, on n'avait jamais vu ça, nous chez Yomoni, depuis qu'on fait l'observatoire. Sur avril, ça revient. Donc avec, alors comme le mois d'avril a été plus porté sur les marchés actions que sur les marchés obligataires, sur les marchés obligataires qu'actions, il y a un petit retrait en moyenne. Mais par contre, sur les marchés actions, on a environ 55% des flux qui ont été faits sur l'ESG, ce qui est beaucoup, puisqu'on est plutôt aux alentours de 35 ou 40 en moyenne. Donc il y a un vrai retour sur l'ESG, notamment sur le marché action, et sur le marché obligataire, c'est toujours un peu plus bas, mais là aussi, on voit que les flux ESG reviennent, ce qui est une bonne nouvelle, parce que vraiment le mois de mars nous avait étonnés, et donc il y a un retour sur l'ESG. Il y a moins, mais c'est intéressant, ça permet de souligner qu'il y a une offre de produits ESG moins développée sur l'obligataire que sur les actions aujourd'hui. Alors c'est développé aussi sur l'obligataire, mais c'est plus par le biais de filtres. Là où au niveau action, on va avoir beaucoup plus de thèmes, vraiment soit sectoriels, soit vraiment en termes de thématiques, notamment par rapport au réchauffement climatique, avec tous les indices qui sont en lien. Il y a des paniers qui sont déjà construits pour ça. C'est beaucoup plus détaillé sur les marchés actions, et on voit que les flux vont plus sur les marchés actions que sur les marchés obligataires en termes d'ESG. Ça, c'est très net. Qu'est-ce qu'on peut dire du traditionnel palmarès ou podium mensuel du côté des fournisseurs, des émetteurs d'ETF, Olivier ? Je ne vais pas vous surprendre. Toujours BlackRock. C'est depuis qu'on suit avec vous, avec Yomoni, l'observateur. Je crois qu'il y a un mois où il y avait eu un truc avec BlackRock qui n'était pas premier, mais je crois que sinon, effectivement, oui.
Donc c'est les 10 milliards environ de collecte qu'on a vu sur le mois, ils ont 4,6 milliards. Donc c'est impressionnant et c'est en lien avec leur part de marché, parce que ça fait environ 45% de part de marché sur le marché européen. Donc là, ils sont vraiment en lien avec leur part de marché. BlackRock, donc toujours premier. Il n'y a pas vraiment de différence de classement, c'est-à-dire qu'en deuxième, on va retrouver DWS. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'ils sont deuxième. Mais quand on regarde depuis le début de l'année, en termes de volume, ils sont à 6 milliards. Ça fait quand même 4 fois moins que BlackRock qui est premier. Donc ils sont toujours deuxième. Cet écart entre le leader incontesté et le reste. Et ensuite, on retrouve les classiques, Vanguard et ensuite Amundi sur les 4 premiers. Si on veut souligner quelqu'un, parce que comme c'est à peu près tous les mois toujours à peu près les mêmes classements, on peut souligner Invesco qui a gagné 9 places en termes de classement depuis le début de l'année en termes de flux et qui était en collecte négative et qui repasse en collecte positive grâce à un mois d'avril relativement soutenu pour Invesco. Donc, d'accord. Pour souligner quelqu'un qui a progressé. En termes de nouveaux produits, en termes de quantité de nouveaux produits, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de ce qui s'est passé au mois d'avril, Olivier ? Là aussi, un mois plutôt calme, avec 8 nouveaux produits. Souvent, on a plus en termes d'activité ETF. Donc, les 8 se répartissent sur 7 actions et un indice obligataire, un ETF obligataire de DWS sur la zone émergente. Le reste, c'est vraiment actions. Le point aussi à noter, par contre, c'est qu'en termes ESG, donc là, sur les 8 nouveaux produits, 5 sont en lien avec l'ESG, avec une gamme de produits Action Monde lancée par Invesco sur différents secteurs, donc comme l'énergie, ce qui est toujours difficile à traiter aussi en termes ESG, mais l'énergie, la santé, la nouvelle technologie, et puis un indice aussi UBS, donc là qui est vraiment très spécifique, qui est sur l'Australie en low carbone. Ouais. Ce thème ESG, d'ailleurs, comment vous l'abordez chez Yomoni, Olivier, vous avez labellisé, alors sous label ISR. Tout à fait. Qui est un des labels. Le label français. Connu français aujourd'hui. Deux de vos stratégies, 2 de vos fonds. Qu'est-ce qui a motivé cette envie ou ce besoin de labelliser une partie de votre gamme ? Est-ce que c'est le début d'une labellisation générale ? Quels sont les retours de terrain que vous avez vis-à-vis de vos clients ? Est-ce qu'il y a une vraie demande pour des produits labellisés ? Et derrière, la question, c'est que vaut ce label pour vous ? Alors, il vaut quelque chose, forcément, mais qu'est-ce qu'il vaut concrètement pour vous ? Yomoni est en lien vraiment avec la finance durable de manière progressive. Alors, on a un positionnement qui est qu'on ne veut pas donner de leçons. Par contre, on veut accompagner et laisser le choix. Donc, en 2021 déjà, au niveau de l'assurance vie, on avait ouvert une offre vraiment dédiée à l'ESG. Donc, l'idée, c'était de dire, on vous laisse le choix, vous, clients, vous choisissez. Par contre, nous, on vous accompagne, parce que lorsqu'on fait de l'ESG et lorsqu'on fait de la labellisation ISR, il faut sélectionner les ETF. Et donc, on vous offre les deux. Donc, nous avons les deux offres en assurance vie déjà depuis 2021 au sein de Yomoni. Et là, nous avons franchi effectivement une étape en labellisant 2 de nos fonds, qui sont un fonds 50-50 taux et actions et un fonds uniquement actions, Yomoni Monde et Yomoni Allocation. Et l'idée, donc, c'est d'offrir et d'accompagner donc, dans le compte titre et dans le PER également nos clients en faisant ce choix du label ISR. Alors, pourquoi le label ISR ? Tout simplement parce que c'est un label français. Alors, il est par moments décrié, effectivement, mais il a le mérite d'exister. Il a été décidé par l'État et on sait qu'il va évoluer. Donc là aussi, c'est vraiment le signal qu'on souhaite envoyer, c'est l'idée d'une vision et l'idée d'un développement. Donc effectivement, il n'est pas parfait, mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Donc on va et on suit ce label ISR, il continuera d'évoluer et nous... Oui, c'est ça. On sait que ce sont des labels évolutifs. Exactement. Et donc c'est vraiment ça. Et en termes de demande client, on voit vraiment les deux. L'année 2022, en termes de performance, a aussi marqué un petit frein, évidemment, sur la demande de certains clients. Donc certains clients peuvent être un peu inquiets à l'idée de faire de l'ESG. Mais nous, on sait que sur le long terme, et on est persuadé que sur le long terme, ça apporte quelque chose, que ce soit en évitant d'avoir des controverses, par exemple, en ayant une meilleure gouvernance et ainsi de suite. Mais voilà, on accompagne tranquillement, on n'est pas des donneurs de leçons et on travaille à améliorer notre gamme, à améliorer notre offre et à permettre aux clients de faire leur choix. C'est vrai que ça a été dur cette année 2022. Enfin, on en discute beaucoup avec des gens de l'ESG. C'est vrai qu'il a fallu 10 ans pour évangéliser, faire comprendre que oui, c'était un super outil de gestion des risques, de gestion des controverses, mais que c'était aussi un outil qui pouvait apporter de l'alpha, comme on dit dans ces métiers. Et donc, toute la question de savoir, est-ce que si j'ai un filtre ESG très important dans ma stratégie, est-ce que forcément je perds en performance financière ? Il a fallu des années pour traiter cette question. On arrivait au moment où l'écosystème ESG arrivait à faire passer le message, documenter, argumenter que non, ça ne se faisait pas au détriment de la performance, et même ça pouvait générer un peu d'alpha, un peu de performance supplémentaire. Et c'est vrai que les performances de 2022,
qui ont été anti-ESG d'une certaine manière remettent un peu le travail sur la table, quoi. Oui, Grégoire, mais vous savez, ça remet aussi en compte. Moi, j'entends aussi beaucoup de gens qui remettent un peu en cause la gestion diversifiée avec l'année 2022 et l'absence de corrélation. Donc, c'est depuis les années 50 avec je suis bien d'accord. Et donc ça fait encore plus longtemps ça, et on remet aussi en cause ponctuellement, par moment. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est des effets de marché qui, de toute façon, mais sur le long terme, le bon sens nous conduit de toute façon à considérer l'ESG de manière très sérieuse et à proposer les offres. Bon, en termes de gestion, qu'est-ce qu'on fait au mois de mai chez Yomoni pour le compte des clients, Olivier? On a décidé d'être prudent, mais pas particulièrement inquiet. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre qui ont l'air de se focaliser sur le mois de mai et beaucoup de zones d'ombre qui sont liées aux politiques, notamment aux États-Unis. Donc que ce soit le traitement des banques régionales, où effectivement on a bien vu que toutes les autorités prenaient vraiment les dossiers à bras-le-corps et très rapidement, ils étaient très réactifs. On sait aussi, et la Fed l'a annoncé clairement, c'est qu'à un moment il y a un problème de hasard moral, c'est-à-dire que politiquement, est-ce qu'ils sauveront toujours tout le monde? Ça, c'est le premier épisode un peu politique, et évidemment le plafonnement de la dette, dont on regarde évidemment avec attention. On n'est pas inquiet sur un défaut des États-Unis, mais là aussi, les jeux politiques vont être très importants. Donc on préfère rester prudent. Donc on est revenu sur une position plutôt neutre. Donc on est à 50-50 actions, obligations, par exemple, sur les profils diversifiés. Et on garde par contre nos thématiques qu'on avait depuis un certain temps, à la fois sur les actions technologiques mondiales, où on pense qu'il y a encore du potentiel. Et s'il y a un petit peu de tension et des taux qui rebaissent, ça devrait aider aussi. Au mois de mars, ça avait bien aidé. Donc ça, c'est le premier point. Et on a initié aussi une petite position en actions émergentes, en ETF actions émergentes, là aussi sur une idée de faiblesse du dollar, même si le dollar revient un petit peu là récemment. Et puis de réveil aussi de la Chine sur la différence de cycle économique entre les deux zones. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour cet observateur ETF que vous nous apportez chaque mois, qui nous permet de comprendre un peu le fonctionnement de cette industrie, d'en tirer les tendances en matière de flux de collecte pour l'Europe, et de discuter de votre positionnement. Olivier Malteste, directeur des investissements de Yomoni, qui est avec nous donc chaque deuxième vendredi du mois dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse à 17h45. Voilà pour cette édition. Très bon week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.